BFM Business, l'émission qui donne envie d'entreprendre, l'entreprise BFM avec les éco-entrepreneurs. Philippe Bloch et Arnaud Le Gall. Bienvenue dans la 14e saison et le 549e numéro de l'entreprise BFM, bientôt 550, avec toujours bien sûr Arnaud Le Gall. Bonjour Arnaud. Bonjour mon cher Philippe, bonjour à toutes et tous. Et bien sûr, en première partie, un invité de la semaine et une niaque. Et cette semaine, nous allons dans un instant rencontrer Jean Hénin, il est le président de Pellin-Castet. Et après lui, interviendra Antoine Vu, le cofondateur d'Atomic Soon. BFM Business, l'entreprise BFM. L'invité. L'invité, je le disais Arnaud, c'est Jean Hénin, président de Pellin-Castet. Oui, peu connu du grand public. Peu connu du grand public, mais c'est l'une de ces pépites, vous savez, des services qu'on aime faire découvrir. Qu'on adore faire découvrir dans cette émission. Notre invité, excusez du peu, c'est une actualité forte. Il est l'entrepreneur de l'année pour la région PACA, récemment récompensé par EY qui organise ce prix et ses partenaires. Et donc, il est à la tête d'une entreprise innovante qui apporte donc des solutions de pointe à d'autres entreprises dans ce domaine que l'on sait en pleine expansion, qui est le tri des déchets, en particulier plastiques, à des fins de recyclage. Alors c'est une spin-off du groupe Pellin qui est le leader européen de la robotique agricole et c'est sans doute cet ADN technologique qui a permis à Pellin-Castet de développer des équipements qui sont capables de trier à très grande vitesse en fin de compte toutes sortes de matériaux. C'est un enjeu stratégique pour tout ce que l'on appelle l'économie circulaire. C'est une aventure dont donc Jean Hénin est devenu la figure de proue. Alors c'est un ingénieur arts et métiers qui s'est d'abord fait remarquer comme manager, salarié à haut potentiel dans un certain nombre de grands groupes. Il est ensuite devenu investisseur dans un family office, c'était Somfy Participation. Je parle sous votre contrôle, Jean. Et puis, de fil en aiguille, il est ainsi devenu repreneur d'entreprise. Vous allez voir, c'est un beau cas d'école de reprise d'entreprise qui s'inscrit dans la durée. Et donc maintenant, il mène avec ses équipes une politique très ambitieuse de croissance par la R&D, toujours de l'innovation, bien sûr, et puis les investissements qui permettent également à ce groupe de s'internationaliser de plus en plus. Un groupe qui pèse actuellement une trentaine de millions d'euros de chiffre d'affaires chaque année et qui ambitionne tout simplement de doubler ses ventes dans les 3 ans à venir. Et tout le monde, dans cet univers compétitif qui est le leur, les prend très très au sérieux quand ils affichent ces ambitions. Eh bien, on va essayer de découvrir ensemble pourquoi. Bonjour Jean Hénin. Bonjour. Évidemment, j'avais envie de comprendre à quel moment vous étiez devenu entrepreneur, puisque vous le savez, chers amis auditeurs, auditrices, nous ne recevons ici que des entrepreneurs, ou fondateurs, ou repreneurs. Donc c'est justement repreneur. Qu'est-ce qui a déclenché justement, alors quand on passe notamment d'une posture de salarié à une posture d'investisseur pour un family office, et tout d'un coup on a envie d'entreprendre parce qu'on a vu les autres autour de ça, on se dit pourquoi pas moi, ou comment ça s'est fait? Alors ça s'est pas fait, je dirais soudainement. C'est le fruit d'une réflexion que j'avais entamée dans mon MBA à l'IMD. Ah, entre-temps, il y a eu un MBA, d'accord. Voilà, ouais. Où pendant ce cursus, je me suis posé la question, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce qui fait du sens pour moi, comment j'ai envie de me développer, comment j'ai envie de progresser. À quel âge vous avez fait ça? À 33 ans. D'accord, donc déjà de nombreuses années d'expérience avant. Il en a 39, donc d'accord, c'est un jeune repreneur, dirigeant de pays en puissance. Et là, il y a eu un déclic là-bas. Tout à fait, il y a eu un déclic, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je veux faire, quel est mon ADN, où est-ce que j'ai envie d'apporter ma petite pierre à l'édifice. Oui. J'avais un parcours en effet très international, beaucoup dans des grands groupes, et je me suis dit, mais tiens, je peux aider aussi des entreprises de taille plus modeste pour se développer, pour amener quelque part de l'intelligence, mon intelligence, au service des PME dans leur progression, dans le développement. Et comment on passe du déclic à la réalisation d'un spin-off en fait? Alors et la comment est-ce que vous avez identifié cette pépite Arnaud l'a très bien expliqué, il a très bien expliqué mon parcours. C'est que je suis passé par la case, on va dire private equity, family office, dans lequel j'avais la possibilité de venir investir, pas en propre, mais via le family office. Voilà, exactement. De venir investir, de venir regarder différents business models qui existaient, différentes entreprises, d'accompagner des dirigeants dans le développement, mais plus en tant qu'administrateur, donc plus de recul qu'à l'intérieur de l'entreprise. Vous avez réalisé combien de deals dans cette aventure? Alors on a réalisé 4-5 deals, alors jamais en propre directement, en équipe qu'on fait les deals. Bien sûr. Par contre, ça m'a permis vraiment de bien comprendre comment progresser les PME, quels étaient vraiment les leviers, les bonnes questions à se poser. Et donc le fait d'avoir été très opérationnel et puis après d'être plus sur de prendre plus de recul m'a permis quelque part à un moment donné de sauter dans le grand bain. Arnaud, vous parlez effectivement de sauter dans le grand bain. Je vais me faire l'avocat du diable. Vous savez qu'on préfère ce genre de parcours à la linéarité d'un parcours de manager salarié ou même d'investisseur dans le cadre d'un family office. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment vous avez fait le choix de vous compliquer singulièrement la vie? Parce que vous aviez effectivement tout le pédigré de quelqu'un qui aurait pu faire une brillante carrière relativement linéaire dans des grandes et belles maisons. Et puis vous avez décidé de reprendre une PME.
Non, c'est juste. Après, c'est la passion. Moi, j'ai vraiment. Ce que je vois derrière, la passion de quoi? La passion de l'aventure industrielle. Et puis des hommes. Ce qui m'intéresse vraiment dans une entreprise, quand je me lève tous les matins, et on se lève toujours un petit peu plus tôt tous les matins, c'est de se dire tiens, que le début. Tiens, on a envie de faire progresser les choses, envie de l'aventure. C'est pas forcément le côté tiens, est-ce que je vais faire des multiples, est-ce que je vais faire de la rentabilité. Non, l'idée, c'est de progresser, d'avoir la chance de recruter, d'avoir la chance de développer les compétences des hommes et d'avoir la chance surtout de mener tout ça. Mais ça, vous pouviez le faire en étant salarié. Vous étiez déjà dans les boîtes industrielles avant. Qu'est-ce qu'elle est la différence entre justement son argent, son stress, ses angoisses et puis aussi son propre succès et celui des autres? Alors, on imprime quand même l'entreprise. Il n'est pas qu'en tant que dirigeant, même si j'ai beaucoup de respect, bien entendu, pour l'organisation telle qu'elle est, elle nous façonne. En tant que dirigeant, on imprime l'entreprise. Donc, on peut quelque part porter ses valeurs, créer des choses de façon plus directe. En tant que dirigeant propriétaire. En tant que dirigeant, voilà. Propriétaire. Pour partie propriétaire. Monsieur Pellin qui est encore l'actionnaire principal de l'entreprise. Pour qu'un schéma de reprise, pour qu'une histoire de repreneur puisse être aussi intéressante que celle-ci, il faut qu'il y ait une rencontre également avec le cédant. Tout à fait. Le cédant, c'est pas n'importe qui, voilà, c'est un vrai entrepreneur emblématique, un industriel, vous le connaissez, Arnaud? C'est une figure quand même qui est très très connue dans ce domaine, encore une fois, inventeur par essence, développeur d'entreprise. Et là, il a su visiblement non seulement établir un lien avec vous, mais aussi faire le choix avec vous de s'inscrire dans la durée. Et Dieu sait si c'est important pour que ça marche. Racontez-nous comment ça s'est fait. Et la rencontre aussi. Tout à fait. Alors, on est deux personnes très, très différentes. Lui, quel âge a-t-il? Il a plus de 70 ans maintenant aujourd'hui. Wow, d'accord. Donc, c'est un inventeur, quelqu'un qui s'est fait lui-même. Et moi, d'un autre côté, j'ai eu la chance de suivre des études, d'avoir été accompagné, d'avoir été formaté quelque part. Donc, on a, je dirais, deux profils bien différents. Mais derrière, c'est la passion commune vers la progression, vers le projet industriel de l'entreprise. L'innovation. Vers l'innovation, bien entendu. Et là, il m'a inculqué beaucoup de choses, parce que le produit, avant tout, est au cœur de chez Pellin-Questet. On fabrique des machines, donc derrière, on est vraiment dans, je dirais, dans la conception, dans le détail, la volonté de... Donc, je lui ai amené le côté industriel, lui, le côté plus invention. Mais Jean-Hélène, vous m'avez toujours pas dit comment vous vous étiez rencontrés. Comment est-ce que vous avez identifié cette entreprise? On s'est rencontrés lors d'une due deal, dans la due diligence, enfin l'audit, on va dire, pour de Pellin-Questet pour Somfy, exactement. Voilà. Et c'est là qu'il est vrai, j'ai bénéficié aussi de toute la confiance qu'avait mis Somfy en moi pour me recruter et faire partie de ce petit groupe, qui a permis aussi à Monsieur Pellin de quelque part prendre confiance. Et en gros, vous avez dit, ce deal, on va le faire, mais je vais le faire en fait. Et du coup, vous êtes rentré dans la. Alors non, c'était l'autre entreprise, c'était Pellin-Questet. Voilà. D'accord. Voilà, ok, pardon. Non, alors, c'est rien. à quel moment ça a-t-il démarré alors du coup? Alors c'était en 2013. En 2013, j'ai repris l'entreprise, il y a quelques difficultés, donc il y avait quelques, je dirais, il y avait quelques éléments à reprendre dans l'entreprise, il fallait remettre en ordre certaines choses. Donc ça s'est fait très rapidement parce qu'on a une belle croissance. L'économie circulaire est aujourd'hui de plus en plus présent, on va dire, comme économie, même si elle est encore naissante. On a de plus en plus de projets qui vont dans ce sens-là. Et donc en 2013, quand je reprends l'entreprise, beaucoup de choses à reprendre en termes d'organisation, de structure, d'industrialisation, mais derrière marché parteur et puis des technologies fantastiques. Quand j'ai repris l'entreprise, j'ai découvert des hommes, des innovations, des gens qui étaient vraiment très impliqués dans l'entreprise. Et amenant les deux, ça a donné une bonne reprise depuis maintenant 4 ans. Vous évoquez effectivement l'importance de ces actifs technologiques et puis qui ne cessent de se développer parce qu'encore une fois, vous investissez beaucoup dans la R&D. Pour les profanes, on ne s'en rend pas forcément compte. Mais effectivement, si on veut aller au bout de cette logique-là de développement de l'économie circulaire, il faut développer des techniques très très pointues, notamment pour ce tri des déchets là, quand ils arrivent sur les lieux de traitement. Essayez de nous faire comprendre ça pour des gens qui ne sont pas dans cette industrie. Quand on parle des technologies de détection, et d'ailleurs en France on a de la chance d'avoir le CEA et pas mal d'entreprises de recherche d'ailleurs qui développent, on va dire, des briques ou des sous-systèmes qui nous permettent, sur lesquels on peut s'appuyer. Donc en termes de technologie de développement, ça va vous prendre 5 à 10 ans. Et la fabrication, le développement de machines, ça peut prendre 5 ans. Donc vous êtes vraiment sur des rythmes de développement. Voilà. C'est très technique. Vous êtes aussi à la croisée entre plusieurs technicités qui sont l'optique, la mécanique, l'électronique. On a la volonté chez Pellin de développer beaucoup notre savoir-faire en interne. Alors c'est aussi la marque de fabrique de Monsieur Pellin, mais aussi c'est notre désir de faire beaucoup de choses en interne. Donc ça donne quelque part des développements très solides, de par le fait qu'on maîtrise bien tout, mais quelque part c'est assez lent et ça demande beaucoup de pugnacité et d'envie d'investir dans l'avenir. Parce que le recyclage aujourd'hui, vous investissez sur le recyclage, et d'ailleurs c'est le grand problème de nos clients, c'est qu'aujourd'hui la visibilité sur l'économie circulaire est encore courte par rapport aux investissements
et le niveau de risque que cela comporte. Juste une question, parce que vos clients, qui sont-ils des clients de type Paprec, des gens Alors qui oui, sont Paprec est un de nos clients, Suez, parce que vous fabriquez des machines, vous-même, voilà, vous ne faites pas le recyclage. Non, tout à fait. On fabrique des machines. C'est des technologies qui vont permettre à ces clients, à ces grands exploitants, de mieux gérer leurs fonctions, le tri, tout à fait, le recyclage, et d'avoir une meilleure rentabilité. À chaque fois que je mets une technologie sur le marché, ça permet à eux, quelque part, de gagner des sauts de rentabilité dans leur centre de tri et d'aller plus loin. Marché mondial ? Marché mondial. On est présent dans 40 pays, 10 pays principaux. La stratégie, c'est une dizaine de pays sur lesquels on est fortement implanté, présent. On connaît l'ensemble des acteurs. On retrouve les exploitants comme chez nous, même si les grands exploitants français sont au niveau mondial très présents. On retrouve des petits recycleurs, des petits privés et aussi des plus grandes entreprises. Alors, je l'évoquais, vous affichez vos ambitions, doubler vos ventes dans les 3 ans à venir. Donc, c'est un schéma intéressant parce qu'au départ, on était dans une logique peut-être de stabilisation, retournement. Et ensuite, maintenant, on est vraiment dans une phase d'accélération de cette croissance. Sur quel levier vous jouez? L'investissement dans la recherche et ensuite à l'international. Comment est-ce qu'on fait, encore une fois, pour aller au bout d'une histoire comme celle-ci? Alors, on a la chance d'être dans l'entreprise privée. Donc, nous, tous les profits qu'on fait, on les met au service du développement, de la croissance. C'est ce qui nous intéresse le plus. C'est vraiment de grandir et puis de grandir ensemble. C'est pas juste grandir le chiffre d'affaires, mais c'est grandir l'ensemble des employés. Ce qui est important, on a plusieurs axes. Le premier axe, c'est l'axe produit-technologie, où c'est là où on doit augmenter notre portefeuille produit, de par sa profondeur, mais aussi de par sa largeur, que ça soit aussi bien sur les centres de tri que les centres de régénération, que les centres de tri des métaux ferreux et non ferreux. Et ensuite, on a un deuxième axe qui est un axe territoire. Donc, au fur et à mesure que la maturité vient sur les différents territoires en termes d'économie circulaire, nous, on va suivre. On va être un acteur qui va permettre de déclencher la mise en place, l'implémentation de l'économie circulaire. Et enfin, troisième axe sur lequel je compte beaucoup, c'est pour ça aussi que je suis là, c'est les grands opérateurs français qui vont à l'international. On compte sur eux pour nous faire confiance aussi à la technologie française. Suez, par exemple, Veolia, qui ont des grands plans stratégiques. Je le lisais d'ailleurs vendredi dans la presse. Ils ont des grands plans. À nous, avant d'être français, à être les meilleurs. Ça, c'est important. On n'est pas juste français, on est surtout très bon dans ce qu'on fait. Mais ensuite, on compte sur eux aussi pour nous accompagner, pour nous emmener en fait dans leur plan de développement international. L'enjeu pour eux, c'est aussi d'essayer d'accroître encore la valeur ajoutée de leurs opérations. Et donc, c'est pour ça que le fait de bien gérer très finement le tri des déchets permet d'optimiser leur chaîne de valorisation. C'est là où, en fin de compte, exactement. Eux, ils ont besoin de technologie pour aller plus loin dans le tri, ce qui permet de donner une seconde vie à la matière. On appelle ça les déchets, mais à la matière. Ils ont besoin de plus en plus, je dirais, de rentabilité, d'opérationnalité dans ces machines. Qu'elles soient plus simples à utiliser, plus robuste, connecté aussi. On fait de plus en plus de connexions. Je vais vous poser la question. Il y a des véritables innovations de rupture, Jean-Hénin, dans ce marché, ou est-ce qu'on est plutôt sur de l'incrémental? On ne fait qu'améliorer finalement de l'existant en connectant, etc. Ou est-ce que vous êtes en permanence à aller chercher la prochaine big innovation qui va permettre de faire votre plan de doublement de chiffre d'affaires en 3 ans? Alors, on a de la rupture en termes de détection. C'est sûr, ce qu'on ne voyait pas hier, on le voit aujourd'hui. D'accord. Donc ça, c'est important. C'est tout d'un coup, vous êtes aveugle, tout d'un coup, vous voyez, vous dites, ah bah tiens, ça y est, cette matière, je la vois. Donc ça peut être grâce à des capteurs, des méthodes de détection, des méthodes aussi de tri, de l'algorithmie. Le big data, alors, le big data, on va l'utiliser pour renvoyer ces données qu'on vient collecter via la machine. On les met à disposition des opérateurs. Eux, ça leur permet de mieux comprendre ce qui se passe dans leur centre de tri. Et à mes équipes aussi de mieux comprendre comment mieux accompagner ces opérateurs. Donc, on parle de machines connectées. Là aussi, c'est une rupture par rapport à nos modèles économiques. On ne vient pas juste vendre du service client réactif, mais proactif. On est capable d'appeler quelqu'un. Attention, en ce moment, sur la machine, vous avez potentiellement un problème. Est-ce que je peux vous aider? Plutôt que d'attendre le camion qui revient avec la matière non triée. Voilà, exactement. Est-ce que, Arnaud, allez-y, parce qu'après ça, j'aimerais revenir aussi sur la transition, dans l'apprentissage du métier d'entrepreneur par Jean-Hénin. Oui, très rapidement peut-être, parce qu'on évoquait votre internationalisation, mais c'est-à-dire, c'est où, quel continent en particulier qui vont porter cette croissance? Alors aujourd'hui, on est très fort sur le Japon, on est numéro 1 au Japon, donc c'est un marché qui est très en avant sur les techniques de recyclage, les process de recyclage. Vous savez, les Japonais ont vraiment un cœur... J'étais surpris parce que je suis admiratif pour le coup. Alors on est numéro 1 sur le marché japonais. Exactement, sur les fabricants de machines de tri optique, on est 2-3 à faire ce qu'on fait, pour vous donner un ordre d'idée. Le marché fait 180 millions d'euros à peu près par an, donc il est encore petit, c'est aussi pour ça qu'on est que 2-3. Et tout l'enjeu aujourd'hui, c'est que le marché n'explose pas trop vite pour qu'on se retrouve aussi, qu'on puisse continuer à suivre cette croissance. Ça, c'est important. Donc le marché japonais, le marché allemand aussi, un marché très intéressant pour nous, et le marché français est sans aucun doute un marché très mûr dans lequel on fait beaucoup
je dirais, de développement, que ce soit avec Citeo, le nouveau éco-emballage, vous savez, qui font beaucoup d'expérimentation. On vient investir de plus en plus dans les technologies de tri. Alors Johanna, comment c'est fait? J'aimerais revenir sur l'apprentissage de votre métier d'entrepreneur, le passage du salariat à l'entrepreneur. Comment ça s'est fait, ce passage de pouvoir finalement, et de cette transition entre M. Pellinck et vous? Alors ça s'est fait déjà sur une bonne base. Hein, oui. C'est quoi une bonne base? Dites-moi. Alors la base arts et métiers, dans laquelle on travaille beaucoup sur l'humain et mon éducation même, ça il faut reconnaître, hein, oui. cette chance que j'ai eue. Et ensuite, à l'IMD, pendant mon MBA, on a une très bonne, on est très bien formé à ça. Oui. On est très bien formé aux techniques de changement, techniques de... Mais comment la confiance s'est installée? Comment avez-vous opéré la transition entre vous? Alors, elle ne s'installe pas la crédibilité, vous savez, la confiance. Oui, bien sûr. Déjà, alors, elle s'installe aussi, Monsieur Pellinck, quelqu'un qui fait confiance aux jeunes, et ça c'est important, assez vite se dire, bon, on y va. Il a su se retirer? Il a su. Alors lui n'était pas présent comme patron de l'entreprise Pellinck ST. J'ai remplacé un entrepreneur qui lui est parti à la retraite, qui a très bien développé notre entreprise, qui venait du monde du recyclage, qui connaissait très bien, et lui m'a quelque part passé le bâton. Donc après c'est plus la confiance en haut en tant qu'actionnaire qui s'est fait, mais en dessous. En tant que dirigeant, il y a eu un passage de relais avec l'ancien dirigeant qui lui est parti à la retraite. Quel a été le plus difficile dans l'aventure par rapport à votre métier d'avant, c'est-à-dire celui de dirigeant salarié plus classique? Le plus difficile, c'est trouver le bon rythme quand même avec les équipes. Mais ça, j'ai toujours eu cette problématique. C'est-à-dire de ne pas aller trop vite par rapport aux équipes, bien les attendre, et le temps qu'ils comprennent bien la vision, là où on veut aller, et de pouvoir bien les emmener, en fait. Et ça, c'est difficile parce que vous arrivez à une reprise, l'entreprise a sa propre culture. Il y a des choses, bien sûr, qu'il faut remettre en cause, comme dans toute entreprise. Il y a des choses sur lesquelles il faut s'appuyer. Donc, il faut faire preuve de beaucoup de discernement en tant qu'entrepreneur. Ça ne peut se manager que par l'adhésion. Hein. Voilà, tout à fait. Oui, on est d'accord. On raisonne de la même façon en termes de temps, de rapport au temps. J'imagine que cette aventure, vous pourriez y vivre pendant de nombreuses années, compte tenu du fait que c'est votre aventure aujourd'hui. Il est jeune. Justement, est-ce qu'on raisonne par rapport au temps de la même façon ou pas? Quand on vit une carrière de dirigeant salarié classique, ou lorsque on se dit, cette aventure, je peux la mener loin, je peux y passer mes 20 prochaines années, je peux m'éclater pendant 20 ans à conquérir le monde. Est-ce qu'on pense différemment? Moi, j'ai toujours été passionné, donc peu importe salarié ou dirigeant, ce qui m'a toujours intéressé, c'est le progrès, l'apprentissage, et c'est ça qu'il faut avoir. Donc ça n'a pas changé pour non, vous? Non, je ne me suis jamais dit j'ai un contrat de travail, j'ai pas de contrat de travail, tout ce qui m'a... Non, mais la vision longue, En effet, on a des responsabilités, donc c'est certain qu'on pense un peu différemment. Qu'est-ce qui va passer dans 5 ans, quand on embauche quelqu'un? Il faut prendre des risques, il faut prendre des paris, ça c'est important. Quand on cultive l'apprentissage, ainsi de suite, il faut penser moyen terme, long terme. Donc on pense aussi plus en profondeur. Et en même temps, vous êtes quand même dans une PME de 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc il faut aller très vite aussi. Donc il faut être capable aussi de réagir très vite. On parlait de stratégie, il y a de la croissance externe possible dans votre métier aujourd'hui ou pas encore? Alors oui, on pense à des alliances. Vous avez 3 acteurs, donc c'est pas énorme. On pense à des alliances, tout à fait. Ça se finance facilement? Ça se finance facilement, oui, ça se financera facilement, je pense. Tout a l'air facile, c'est agaçant. Il est assez confiant comme garçon. Du moment qu'on a un projet. Du moment qu'on a un projet. Il faut une passion, un projet, un bon produit. Oui, tout à fait. Et puis de la confiance. Et ça roule. Non, le marché est là quand même. Oui, c'est vrai, vous avez cette chance. On est sur le bon marché, on a ce... Il y a une vraie accélération. Oui, tout à fait. On le sent et... Dans le monde entier? Non, alors... Vous avez quand même des pays sur lesquels on croyait, et on voit par exemple le Brésil, ou des pays qui mettent beaucoup plus de temps. Donc là, il est important aussi, et c'est une des difficultés de l'entrepreneur, de ne pas aller trop vite aussi. Et donc on parlait de l'interne, maintenant on peut parler de l'externe, de ne pas se positionner trop vite, quitte à s'essouffler sur certains marchés. Et au passage de diversifier ses risques à l'international. Tout à fait. C'est aussi une règle d'or. Voilà, la chance qu'on a, c'est 70% de notre chiffre d'affaires est fait à l'international. Donc quand des pays vont moins bien parce qu'ils ont moins de programmes, je dirais, de développement, nous on peut quelque part compenser avec d'autres pays. Donc ça c'est très sain, ça a toujours existé. L'accord de Paris a de l'importance là-dessus ou pas? L'accord de Paris par rapport à le retrait de l'Amérique éventuel, etc., ça a de l'impact pour vos métiers ou pas du tout? Oui, tout à fait. Enfin, je dirais c'est sur le fond un certain dynamisme par rapport aux économies vertes et par rapport à l'énergie, mais aujourd'hui de plus en plus le fond est quand même très positif. On voit par rapport à 4 ans quand j'ai repris l'entreprise, de plus en plus on a une tendance qui est là. Après il faut qu'elle se manifeste concrètement, donc ça prend beaucoup plus de temps que ce qu'on peut entendre par exemple dans les énergies ou ces grands plans d'investissement. Mais oui, c'est important pour nous. On a trié les déchets de la COP21 par exemple. C'était une bonne expérience, mais derrière, j'ai pas eu une commande de machine, par exemple. Je comprends. Qu'est-ce qui pourrait, il nous reste 45 secondes, qu'est-ce qui pourrait vous faire échouer dans votre projet de doubler à 3 ans? Le principal risque? C'est le risque marché, il faut que les choses se mettent en place. Il faut savoir être patient aussi. Donc ça, vous l'êtes pas beaucoup. Vous avez peu de patience en voulant doubler en 3 ans, mais c'est génial comme objectif. Voilà, après il faut savoir mesurer les choses. Ça motive les équipes, ce type de challenge? Oui, tout à fait. Alors les objectifs aussi bien de croissance que je dirais de développer un produit, c'est important, ça motive les équipes, c'est de réaliser des choses concrètes.
Et ça, c'est ce qu'on retrouve beaucoup chez Pelin Questé. Fabriquer une machine, faire quelque chose de concret, donner à partir d'un flux donné, être capable de valoriser la matière, ça, c'est des choses qui sont très concrètes et qui donnent envie aux collaborateurs. Et la fierté du métier au passage. Voilà. Tout à fait. Qui est un vrai beau métier. Merci beaucoup, Jean-Hénin. Je rappelle que vous êtes le président de Pelin Questé. Vous restez avec nous. On accueille ensuite la niaque de la semaine. BFM Business, l'entreprise BFM. La niaque de la semaine. Une niaque qui vient d'ailleurs de changer de nom. Je vous annonçais Atomic Zoom, mais on va voir qu'elle a déjà changé de nom. Mais c'est Antoine Vu, Arnaud, qu'on accueille aujourd'hui. Effectivement, notre niaque de la semaine est le cofondateur d'une jeune agence de conception digitale spécialisée dans ce qu'on appelle le motion design et la réalisation de ce que vous appelez des expériences numériques en réalité augmentée, en particulier. Alors, Atomic Zoom, vous l'évoquiez, Philippe, est devenu voici peu de temps Atomic Digital Design. C'est une manière aussi d'affirmer ses ambitions qui sont tout simplement de devenir la référence sur son marché pour développer des projets et produits qui s'appuient sur les nouvelles technologies mobiles en particulier. Antoine bénéficie aussi du mentorat du MoveJ et donc notre ami Bénédicte Sanson, est avec nous. La déléguée générale du mouvement, est à nos côtés. Vous allez peut-être pouvoir nous, avant qu'on écoute effectivement Antoine, Bénédicte, nous rappeler très rapidement ce que de brillants sujets comme lui peuvent trouver au sein de votre réseau. Alors beaucoup de choses, mais déjà pour commencer, un mentor, c'est un entrepreneur expérimenté qui bénévolement pendant une durée d'1 an va partager avec eux leur expérience, va les aider à grandir par du questionnement et de l'ouverture sur du champ des possibles. Et puis après, ce sont aussi des experts métiers, de la visibilité média, de l'ouverture sur le tissu économique pour des levées de fonds. Enfin, tout un ensemble de ce qu'un jeune entrepreneur peut avoir besoin et qu'il ne connaît pas encore. Donc notre rôle, c'est d'ouvrir le chemin initiatique vers le grand entrepreneur. Vous envoyez des entrepreneurs depuis longtemps. Je crois que c'est une des premières fois qu'on a une agence comme ça, avec ce type d'activité. Bonjour Antoine. Bonjour. Alors, expliquez-moi, pour celui qui ne comprend rien au business digital, le motion design. Voilà, le motion design. En gros, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi, en gros? Le motion design, c'est une technique d'animation, souvent 2D, qui permet de 2D. présenter 2D pour la plupart du temps, qui permet de présenter de façon très courte une activité, un produit. Sur un site web, sur une application mobile ou sur... Ça peut être à la télé, sur un site web, c'est un format vidéo. On utilise ça beaucoup pour les infographies, par exemple, sur un site comme celui des Échos. Des infographies animées qu'on voit régulièrement. Et le deuxième activité de l'agence, si on peut l'appeler comme ça, c'est les expériences interactives, principalement en réalité augmentée. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la réalité augmentée. Bien sûr. Bon, L'iPhone Pokémon 10. Go, voilà, iPhone 10, exactement. Donc voilà, c'est le pari qu'on fait. On s'est positionné dessus depuis quelques années. Donc en 5 ans, on a réussi à créer une réelle spécificité autour de la réalité augmentée chez Atomic Digital Design. Et on espère très prochainement être l'une des agences qui travaillera sur des sujets uniquement en réalité augmentée. Alors Antoine, qui sont vos clients et comment est-ce qu'on émerge? J'ai le sentiment, je peux te tromper, que des agences comme la vôtre, il y en a beaucoup. Comment est-ce qu'on se différencie? Comment on émerge? Est-ce qu'il y a de votre part un talent particulier, une aspérité chez Atomic Digital Design? Il faut que je m'habitue au nom. Ad, on peut nous appeler Ad. Alors, des agences de communication dans le digital, il y en a beaucoup qui se spécialisent dans des technologies particulières comme celle de la réalité augmentée. Il y en a moins. D'accord. Dans notre cas, on met un point d'honneur sur la conception, c'est-à-dire que de la réalisation et de la production, on en fait beaucoup quand on accompagne des entreprises. Mais de la conception, c'est-à-dire travailler tout en amont d'un projet pour pouvoir le coécrire avec son client, c'est beaucoup plus rare. Et vos clients sont quel type de société? Alors, quelle taille, quel type d'entreprise? En fait, tout dépend de la typologie du projet. On a des entreprises qui peuvent être des startups, donc des entreprises de notre taille, mais ça peut aller aussi du grand groupe pour travailler sur des campagnes de communication nationales. Et je ne sais pas si je peux vraiment en citer, mais récemment, on vient de signer avec le groupe Renault. Et c'est assez drôle comme anecdote. Voilà, petite référence. J'ai une anecdote très drôle parce que j'ai regardé votre émission d'il y a 2 semaines et j'ai vu que vous avez accueilli CIACI Saint-Honoré, oui, bien sûr. Monsieur Donnersberg. Et en fait, je rencontre CIACI ce jeudi. Ah, donc voilà, un prospect. Dites-lui que vous êtes collègue d'émission. C'est ce que je vais faire en fait. Ça peut créer un lien antérieur. Totale coïncidence. Génial. Arnaud. Et oui, donc le fait d'intégrer la création et la production constitue maintenant un facteur de différenciation. Tout à fait. Va vous permettre d'accélérer parce qu'encore une fois, vous avez de vraies ambitions. Oui, en fait, j'aime nous qualifier comme étant une équipe hybride où on intègre la conception et le design, mais aussi les équipes de développement, de programmation et de graphisme. De cette manière, on est capable de répondre assez rapidement en fait. Et du sur-mesure, vraiment. Exactement. Il y a des phases de pilotage, en fait,
pilotage de pilote où on travaille essentiellement sur du POC en amont pour pouvoir savoir si le projet de notre client est viable en fait très rapidement. Ça fait combien d'années en chiffres? Il nous reste 15 secondes. Combien de temps, quand êtes-vous né? Combien de salariés? Et est-ce que ça cartonne? 5 ans, une équipe de 7. Ça cartonne plutôt, on est très content et que des passionnés. Et en un mot, qu'est-ce que vous a apporté le MoveJ en 10 secondes? Un super réseau et beaucoup d'amour. Et merci encore, l'amour. merci le MoveJ. L'amour toujours. Parce que il y a ce réseau, ça pour après. moi, c'est aussi le mentorat en fait. C'est pas uniquement avoir un mentor, c'est discuter avec ce réseau-là. Et bien voilà, le MoveJ, Merci ça amène aussi de l'amour. En tout cas, Antoine Vu l'a bien perçu. Il est le cofondateur d'Atomic Digital Design et vous pouvez bien sûr en savoir plus sur son site web. On marque une pause, on se retrouve juste après la pause pour Entreprise et Capital. BFM Business, l'entreprise BFM. L'émission qui donne envie d'entreprendre.